Voilà, parfait. Bonsoir Christophe Castaner. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre proposition et d'avoir accepté de débattre avec Anne Hidalgo. Emmanuel Macron l'a donc confirmé cet après-midi. S'il est président, il décalera l'âge de la retraite à 65 ans. Vous laissez donc tomber votre grande réforme systémique que vous avez défendue pendant 2 ans, qui voulait notamment faire une réforme à points et avec un âge pivot à 64 ans pour revenir à un système plus classique de réforme paramétrique à 65 ans. C'est ce que vous disiez. Anne Hidalgo, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette proposition de Emmanuel Macron. Christophe Castaner, comment vous parvenez à convaincre Anne Hidalgo qu'elle se trompe et que 65 ans, c'est bien? Merci de votre invitation. D'abord, je ne sais pas si je vais convaincre Anne Hidalgo. Vous aurez du mal, mais je veux écouter vos arguments. Je vous remercie. Je pense que c'est difficile parce que vous êtes là depuis quelques minutes et plutôt que de parler de votre projet de société, vous avez critiqué le projet porté par Emmanuel Macron. Donc, patientez, je vais présenter le mien. Si vous permettez, juste je réponds à la question que Léa Salamé m'a posée. Soyons clairs, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu, c'est de préserver notre modèle social, c'est de préserver notre retraite, mais c'est aussi la conquête de nouveaux droits. Et donc, la proposition qui est portée par Emmanuel Macron, qui est portée par notre majorité, n'est pas seulement celle d'avoir une mesure d'âge, mais c'est aussi celle, par exemple, de rehausser à 1 100 € minimum les retraites pour les Français. C'est celle aussi, et c'est une mesure de justice, de mettre un terme aux régimes spéciaux qui provoquent une sorte d'injustice dans notre pays et que nous contestons. Et donc, notre objectif est que, progressivement, en 10 ans, nous fassions face et qu'au fond, ce soit le pacte entre les générations qui soit incarné par cette mesure. Le pacte entre les générations, c'est simple. C'est faire en sorte que ceux qui travaillent financent à la fois ceux qui sont à la retraite, mais aussi ceux qui sont écoliers, lycéens, étudiants, mais aussi la dépendance. C'est ça l'idée d'un pacte entre les générations. Pourquoi vous en prendre à ce point toujours au même? Les classes moyennes, les ouvriers, ces femmes qui travaillent dans les EHPAD, qui sont vraiment usées par un travail qui est difficile, avec des salaires très faibles, qui ont une espérance de vie inférieure à la vôtre et à la mienne, qui voient cet âge de départ retardé à 65 ans. Elles sont, pour un certain nombre d'entre elles, vraiment pas sûres de pouvoir y arriver, de profiter de cet autre temps de la vie que consacre la protection sociale, ce système de protection sociale que beaucoup de pays nous ont envié, qui est la retraite. Pourquoi s'en prendre toujours au même? C'est une obsession. En septembre 2017, Emmanuel Macron vient juste d'être élu. La première chose qu'il fait, une des premières ordonnances qu'il prend, c'est pourquoi faire? Pour supprimer ce qu'on appelle les critères de pénibilité, c'est-à-dire pour retirer la possibilité de départ à la retraite plus tôt de, par exemple, ceux qui ont été exposés à des produits chimiques, des personnes qui ont porté des charges lourdes. Alors sur ce c'est point, une obsession et je veux terminer quand même par une question. Comment vous, Christophe Castaner, vous pouvez vous inscrire dans un projet qui consiste à détruire systématiquement, méthodiquement, toutes ces conquêtes sociales qui ont été portées par qui? Par des députés, des élus de gauche, des syndicats, des gens qui ont battu le pavé, qui se sont battus pour ces droits. Comment pouvez-vous justifier qu'il s'agisse aujourd'hui d'une ambition qui pourrait être partagée par les Français? Je le dis aux Français, il vaut mieux, lorsque vous irez voter, vous dire que cette réforme étant prévue pour passer très très vite, avant l'été, pour éviter qu'il y ait des réactions, il vaut mieux voter en sachant que si vous ne voulez pas de cette réforme, il ne faudra pas voter pour Emmanuel Macron. Alors, répondez à la question, et quand elle vous dit « comment vous, Christophe Castaner », c'est évidemment en référence à votre passé, puisque vous venez du Parti socialiste, comme Anne Hidalgo aujourd'hui. Mépris, obsession, n'utilisons pas des mots qui cherchent à faire peur, Madame Anne Hidalgo. Je n'ai pas utilisé le mot mépris, j'ai utilisé le mot obsession. Parce qu'au fond, c'est quoi la réalité? Vous parlez des classes moyennes. Nous étions l'un et l'autre dans une majorité qui a augmenté les impôts des classes moyennes de 34 milliards d'euros pendant le quinquennat précédent. Cette majorité les a baissés de 26 milliards sur nos concitoyens. Et donc c'est aussi ça, les classes moyennes, et ce n'est pas une obsession. Oui. Et sur la question des retraites, et puis dans votre question, mais comment vous pouvez? Moi, je n'appartiens pas à la gauche de l'irréel. J'appartiens à la gauche qui... non, vous êtes aujourd'hui à droite, je vous ai gentiment et poliment écouté. Raison, bien sûr, et donc je n'appartiens pas à cette gauche de l'irréel. J'appartiens plutôt à la gauche de la conquête du droit réel. Et aujourd'hui, si je veux, par exemple, augmenter... Mais c'est de la destruction de droit. Pardon, Madame Hidalgo. Faut on essaye de s'écouter ou pas du tout?
Voilà, je pense que c'est mieux. On va essayer de faire un peu moins violent que Yannick Jadot face à Éric Zemmour. Vous avez vos convictions, vous avez vos dogmes, vous les posez sur la table. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse les confronter. Pourquoi j'ai quitté, moi, le Parti socialiste? Parce que justement, à un moment donné, l'incantation, ça ne suffit pas. Et conquérir des droits nouveaux, c'est s'attacher aux droits réels. Et c'est faire en sorte que, justement, nous puissions préserver notre système de retraite. Que nous puissions le financer. De le détruire, Christophe Castaner. Madame Hidalgo, vous avez eu un long monologue. Ou alors on décide de se couper tout le temps. Je pense que ça n'est pas très intéressant. Et nous ne sommes pas en train de le décrire. Quand nous voulons un système simple, un système équilibré, un système juste, quand nous revendiquons, et peut-être que nous sommes en désaccord, que les régimes spéciaux de retraite qui font que un conducteur de métro, la RATP, peut partir à 52 ans aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans avant tout le monde. Je considère que même une femme de gauche comme vous doit être choquée par cela. Alors vous avez peut-être... Je suis surtout choquée par le départ à 65 ans de gens qui ont une espérance de vie inférieure à 65 ans. C'est la raison pour laquelle... Parce que vous savez, moi je viens d'un milieu populaire, j'ai vu autour de moi mourir... Non, mais j'ai vu mourir autour de moi des hommes... Je vous ai entendu hier à la radio. Et c'est une réalité. J'ai vu mourir des hommes qui... ont à 60 ans et morts parce que usés, morts parce que l'amiante, morts parce que les conditions dans lesquelles ils avaient travaillé avaient été très difficiles. Ils n'ont pas pu profiter de ce temps de repos que consacre cette grande conquête fabuleuse, fantastique, qui vient d'où? De l'héritage du Conseil national de la résistance. Ce que Emmanuel Macron a dit tout à l'heure en présentant son projet, c'est de déchirer cet héritage du Conseil national de la résistance. Dans la caricature. Ce n'est pas une caricature. Mais si c'est une caricature demain, totale. Une situation. Vous perdez de la crédibilité, Alors, Madame Hidalgo. Alors laissez-moi finir, Monsieur Castaner. Oui, là c'est pour elle. Voilà, là c'est à moi. On va tenter du coup d'équilibrer un tout petit peu le temps de parole. Après, je vous donne la parole, bien entendu. Je pense que les temps sont comptés. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est une nouvelle conquête sociale que de retarder l'âge de la retraite à 65 ans, sans tenir compte des personnes d'ailleurs les plus fragiles, parce que la première chose, je le redis, qu'a faite Emmanuel Macron dans l'ordonnance qu'il avait faite en 2017, septembre 2017, c'est justement de retirer de la réforme de Marisol Touraine la question de la pénibilité, c'est-à-dire la jambe sociale de cette réforme. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de nous expliquer que demain, ça va permettre de vivre mieux. Non, c'est travailler plus pour vivre moins que vous êtes en train de proposer aujourd'hui aux Français. Si votre propos était vrai, je l'entendrai. Le problème, c'est qu'il est faux et vous perdez en crédibilité en tenant des propos faux comme cela. Le candidat a clairement dit que la question... Je crois que mes propos sont très partagés. Madame Hidalgo, le candidat a dit très clairement que la question de la pénibilité... Pourquoi a-t-il supprimé les critères? On décide de respecter à minima, non pas la vérité, vous refusez de le faire, mais au moins votre interlocuteur qui essaye de placer une phrase en entier. Sur les critères de pénibilité, ça date de 2017. Très clairement, mais il ne les a pas retirés, il y en avait 10 et nous avons conservé l'ensemble des critères et nous avons discuté avec les partenaires sociaux. À un moment, Madame Hidalgo, à un moment où vous étiez déjà opposée à la réforme par les ordonnances travail, et je pense que là aussi c'est un mauvais combat que vous avez conduit, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la possibilité d'atterrir vers le plein emploi. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où les jeunes en particulier, les Français sont dans un taux d'emploi que nous n'avons jamais connu. Au fond, ce qui nous différencie tous les deux, c'est que vous êtes dans l'incantation. Quand nous sommes dans l'action. Je suis vraiment dans cette gauche du réel, cette gauche qui veut que notre c'est pas la gauche du réel, Madame soit Hidalgo. un pays qui protège, vous savez, bien si sûr, c'était la gauche du réel, bien sûr, les Français l'entendraient, les Français la verraient et vous l'incarneriez. Un travail qui considère qu'on prend en compte la pénibilité, qu'on prend en compte les conditions de travail. Au fond, le discours que vous tenez, Madame Hidalgo. Le projet de retraite que je veux porter, puisque tout à l'heure vous le demandiez. C'est le statu quo, c'est de ne rien faire. Je souhaite effectivement de maintenir. Qu'est-ce qu'on fait sur les régimes spéciaux? Est-ce que je peux parler? 62 ans pour l'âge de départ à la retraite, de rétablir des critères de pénibilité qui permettent notamment à ces femmes, à ces hommes qui sont exposés à des situations professionnelles difficiles, qui ont une espérance de vie bien moindre que celle, par exemple, des cadres, leur permettent, y compris, de pouvoir partir avant 60 ans et de faire en sorte que pour les autres, il n'y ait pas de changement. Parce qu'effectivement, je suis quelqu'un de réaliste et de pragmatique. Je sais que vous, moi, nous avons nous sommes rentrés plus tard dans la vie active. Nous avons des emplois, des métiers qui ne sont pas aussi pénibles. Sur le financement, comment vous faites? Comment vous faites, Anne Hidalgo, avec des gens qui sont de plus en plus vieux, sur le financement,
que les Français ne se fassent pas avoir. Il suffit de lire, alors il est épais, le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui dit très précisément qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité financière. Il y a un problème conjoncturel. Il y a un problème conjoncturel qui est lié à quoi? Moi, je suis plutôt pour l'alignement sur la clause sociale la plus intéressante, pas sur la moins intéressante. Et de ce point de vue, je suis pour l'alignement sur la clause sociale la plus intéressante et pas pour le démantèlement. Mais si ça existe, vous évoquez, Madame ça Hidalgo, existe. Est-ce que je peux terminer sur Allez-y, terminez, mais qui vous répond parce que là, il est en bien. défaveur sur le temps de parole. Oui, largement. Et donc, la proposition que je porte, elle tient compte évidemment du financement de nos retraites. Le rapport du corps dit très précisément qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je ne remets pas en cause les trimestres et la façon de les calculer. Mais en revanche, je rétablis un élément qui est une injustice aujourd'hui, notamment pour les plus fragiles et ceux qui ont une espérance de vie la plus faible dans notre pays. Christophe Castaner, vous avez entendu la réaction de Valérie Pécresse tout de suite après la Vous auriez dû d'ailleurs lui presse. payer des droits d'auteur à Valérie Pécresse. C'est ce qu'elle a dit en gros. Ouais. Oui, mais vous savez, c'est pas parce qu'une idée est portée en Allemagne, y compris actuellement par les sociodémocrates et les Grünen, en Italie, par un accord politique qui dépasse largement et qui inclut ce qu'il reste du Parti socialiste italien, par l'Espagne. Pas parce que, quelque part, il y a des idées qui sont mises en œuvre qu'elles sont forcément mauvaises. On peut vivre dans la nostalgie, comme Mme Hidalgo. Oh non, je vis dans l'idée qu'un monde qui protège est mieux qu'un monde aussi violent que celui qui fait que des gens fragiles et pauvres sont laissés de côté. Vous niez le principe de la réalité. Ah non, et je pense que la réalité, c'est de tenir compte aussi de la situation des plus fragiles. Anne Hidalgo, il faut vraiment lui laisser finir une phrase. Je pense qu'en politique, il faut d'abord se respecter, y compris dans l'échange. Il faut respecter les Français aussi et ne pas leur mentir. Ne pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème, le laisser de côté. Et de toute façon, c'est annoncer qu'à un moment ou un autre, quand on est en responsabilité, on sera obligé de faire face à la réalité. La gauche est morte de cela aussi. Je vous le dis, le Parti socialiste en particulier, et nous étions côte à côte à ce moment-là pour constater comment les promesses qui étaient faites étaient abandonnées le lendemain. Alors oui, il faut du courage politique, mais c'est aussi cela être candidat à la présidence de la République. C'est assumer de dire les choses. C'est pas se réfugier derrière des rapports qui n'existent pas. Il y a aujourd'hui une vraie difficulté sur le financement de nos... Des rapports qui n'existent pas. Oui. Le rapport du corps, ça n'existe pas. Le rapport du corps parle de... Il ne dit pas ce que je viens de vous dire. Non, il ne dit pas ça. Il dit qu'il y a un déficit. Il y a un déficit aujourd'hui. On va pas se donner des leçons de lecture, de notes de travail. Mais aujourd'hui, le régime de retraite est en déficit de 10 milliards d'euros. Et si nous étions restés au niveau de chômage que nous avons connu quand vous étiez en responsabilité pour le parti que vous représentez, de toute façon, le déficit... Vous y étiez aussi à l'époque. Oui, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et donc là, vous n'étiez pas responsable. S'il vous plaît, Madame Hidalgo, soyez à minima respectueuse de nos histoires communes, mais aussi de nos divergences. De nos divergences. De nos histoires communes, mais aussi de nos divergences. On va avancer parce que vous voulez absolument parler de l'école. Et donc, je veux vous le dire, mais vraiment sincèrement, je pense qu'à un moment donné, ouvrir les yeux sur la réalité et se battre pour des nouveaux droits, notamment sur les 1 100 €, répondre à des questions auxquelles les citoyens vous attendent. Est-ce que vous maintenez les régimes spéciaux ? Oui ou non? Est-ce que, par exemple, vous considérez que la retraite à 52 ans aujourd'hui un sujet très marginal? D'ailleurs, vous le verrez, aucun des syndicats ne va le porter, et ça n'est pas le sujet central. Donc vous le maintenez. Vous savez, ce sujet-là ne vient en pas grand-chose changer la question des... Répondez sur votre histoire commune, allez-y. Juste un mot tout de même. La justice, Madame Hidalgo, qui fait que quand on travaille, on doit avoir les mêmes droits, quel que soit son statut. Je pense que c'est fondamental. Quand on a des conditions de pénibilité, et nous souhaitons, c'est de permettre à des gens qui ont une espérance de vie inférieure de pouvoir partir avant. Ce n'est pas du tout ce que vous avez fait. Mais non, puisque vous avez supprimé cette possibilité dès 2017. Quand nous voulons prendre en compte la pénibilité, et que vous voulez encore l'aggraver. Je crois vraiment que ce n'est pas une bonne façon de faire. Allez-y. De nier la réalité et d'empêcher votre contradicteur de vous expliquer pourquoi vous faites erreur et fausse route. Et je vous le dis, et affirmer par exemple que nous ne prenons pas dans la proposition qui est faite la pénibilité est un mensonge. Et donc ça n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas un mensonge. Alors vous n'avez pas écouté Emmanuel Macron cet après-midi. Et donc un mot, s'il vous plaît. Un mot. Moi, je veux dire aussi aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui écoutent ce discours-là, vous avez le droit
vous avez été de gauche, vous avez le droit de changer d'avis, d'option, de passer à droite, d'aller vers un gouvernement qui porte une politique de droite et de droite, parce que c'est vrai qu'à un moment, en 2017, on aurait pu se dire, il y avait du en même temps, peut-être qu'il y avait quelque chose de très positif, de nouveau qui allait naître dans le paysage politique français. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en même temps, on allonge la durée pour bénéficier de cette retraite. On ne remet pas les critères de pénibilité pour aider les personnes les plus fragiles à pouvoir quand même bénéficier de ce droit. On attaque les services publics. Vous parliez tout à l'heure de la baisse des impôts. C'est très bien de faire en sorte qu'il y ait une pression fiscale qui soit... je parlais de la hausse des impôts pour ce qui me concerne. Surtout équilibré, mais en même temps, vous avez supprimé l'ISF. Ce n'était pas, je dirais, la première nécessité en matière d'allègement des impôts. Et dans le même temps, vous avez baissé les allocations logement pour les personnes plus fragiles. Dans le même temps, vous êtes en train de nous expliquer, on va y venir, que l'école publique sur tout le territoire, qui assure l'égalité républicaine, comme celle dont j'ai pu bénéficier lorsque je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Ce que vous dites, c'est que vous n'avez entendu qu'un programme de droite, c'est ça, aujourd'hui ? C'est un programme de droite et de droite. Vous avez le droit de vous sentir à l'aise à cet endroit-là. Mais moi, ce qui me frappe et ce qui me heurte, et je sais que beaucoup de nos concitoyens l'entendent et le perçoivent aussi, c'est que vous ne pouvez pas, au nom de votre propre itinéraire personnel, dire la gauche est morte, la gauche n'a servi à rien ou ne servira plus à rien, parce que la gauche que moi j'incarne ici, cette gauche républicaine, réformiste, cette gauche social-démocrate qui gouverne dans beaucoup d'autres pays européens et avec des dirigeants avec lesquels je suis en lien, cette gauche-là, c'est la gauche qui peut apporter justement un équilibre dans notre pays, qu'il y ait beaucoup moins d'injustice. Quelques remarques, si vous m'y autorisez. Cette gauche-là, c'est celle qui, dans les pays que vous évoquez, notamment en Espagne, porte et assume la retraite à 65 ans. Et donc là-dessus, je crois qu'il y a... l'augmentation des salaires. S'il vous plaît, Madame Hidalgo. Et l'augmentation des salaires. Et comme nous l'avons fait pour les salariés au niveau du SMIC qui connaissent une augmentation de 15% sous ce quinquennat. C'est intéressant de vous... 15% pour les salariés du SMIC sous ce quinquennat. À peu près 170 € Madame Hidalgo. 15% d'augmentation dans ce quinquennat. Vous permettez que je finisse une phrase? Oui, vous rebondissez. je veux bien. Pour un salarié au SMIC, aujourd'hui, le gain de pouvoir d'achat à la fin de chaque mois, c'est environ 160. Le salaire a augmenté de 15%. Je vous ai dit, les moyens, le gain de pouvoir d'achat. Tout à fait la même chose. Vous avez raison, parce que j'adorerais voir votre calcul. Vous avez raison, parce que vous avez des méthodes assez simples qui consistent à dire on augmente les salaires. Absolument, on ne se préoccupe pas de savoir simple, qui va payer, y compris le client de la boulangère chez qui vous allez acheter votre pain le lendemain matin. Pour moi, augmenter les salaires, c'est augmenter le pouvoir d'achat. Qui devra l'assumer. Et donc cette gauche-là, Madame Hidalgo, je vais vous dire, elle existe toujours. Elle est dans notre électorat et elle n'est pas dans le vôtre. Parce qu'elle se reconnaît dans les combats que nous avons menés pour l'école, pour les services publics, pour l'hôpital aussi, quand on augmente massivement les salaires des personnels de l'hôpital ou qu'on investit massivement, même si ça ne suffit pas. L'hôpital va si bien que ça, cher Christophe Castaner. Vous rebondissez, Madame Hidalgo, vous rebondissez sur la phrase, même si ça ne suffit pas. Les soignants, vous entendez ce que disent aujourd'hui les enseignants. Parce que justement, ils ne se retrouvent plus dans ce discours. Et vous entendez aujourd'hui les enseignants. S'il vous plaît, vraiment, je vous assure, imaginez les gens, vous regardez souvent les débats télé, quand il y en a deux qui parlent en même temps, c'est inaudible. Je vous assure, Madame Salamé, que depuis tout à l'heure, je veille à ne pas couper la parole à Madame Hidalgo. Ça vous arrive aussi. Et qu'en l'espèce... Et donc, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle vous dit, j'ai entendu pendant 4 heures de conférence de presse d'Emmanuel Macron un programme et de droite, vous dites c'est faux. Mais c'est totalement faux quand on regarde, par exemple, la mesure qui est proposée, qui est une mesure pour mettre en œuvre la solidarité à la source pour toutes ces femmes et ces hommes qui ont droit à des prestations sociales et qui n'en bénéficient pas. Quand il y a des mesures pour les mères célibataires, comme l'augmentation de la prime pour les mères célibataires qui ont des enfants, quand on met en place le droit opposable à la garde d'enfants, si tant est que ce soit de gauche ou de droite, moi ce n'est pas mon référentiel. Je pense que ce sont des mesures sur lesquelles on pourrait se retrouver. Mais Madame Hidalgo préfère avoir une vision totalement noire, totalement négative, totalement caricaturale. Et c'est, au fond, je pense, ce discours dans lequel les Français ne se retrouvent pas. Vous savez, ce que j'ai entendu tout à l'heure, par exemple sur l'école, c'est
On ne va pas augmenter le salaire des enseignants parce qu'il faudrait leur demander des contreparties. Vous savez que les enseignants en France sont payés 2 fois moins, par exemple, que en Allemagne ou aux Pays-Bas. Vous savez que d'ailleurs, non, pas que en début de carrière, mais notamment en début de carrière, pour un professeur des écoles est à 1 770 € et en fin de carrière à 2 300 €, alors que c'est un bac plus 5. Je propose d'ailleurs qu'on passe à 2 300 € dès le début de carrière, c'est-à-dire comme les bacs plus 5, le salaire des enseignants, des professeurs des écoles. Quelles sont vos critiques? Les écoles, pour moi, d'abord, pour faire en sorte que l'école fonctionne mieux, il faut bien sûr reconnaître les enseignants dans leur travail, dans leur rémunération, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut redonner des moyens à l'école. Dans le bilan assez désastreux, disons les choses, sauf sur un point. Je vous accorde un point sur le dédoublement des classes. Le dédoublement des classes. Dans les classes dédoublées, oui, ça a été positif, sauf que ça a été payé comment? Par des suppressions de postes dans l'éducation nationale, environ 7 700 suppressions de postes qui ont mis en difficulté des collèges, d'autres écoles, une moyenne d'environ 30 élèves par classe dans la plupart des lycées. Donc vous dites, alors une école qui a été abandonnée par ce gouvernement, et là, dans le projet d'Emmanuel Macron, on va encore plus loin. Je le dis aux Françaises et aux Français pour qu'ils décryptent quand même ce qui est en train de se passer. Lorsque Emmanuel Macron parle d'autonomie à l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers une privatisation de l'école, vers quelque chose qui s'appelle la déconstruction de cette école publique, laïque, gratuite, qui doit être le creuset de l'égalité, qui ne l'est pas suffisamment aujourd'hui parce qu'elle reproduit beaucoup d'inégalités. Mais là, on va aggraver ces inégalités. Mme Hidalgo est à la fois dans son monde, si je peux me dans permettre, sa bulle, dans ses convictions. Une dernière phrase, lorsqu'on porte atteinte au service public, on porte, et notamment à l'école, mais aussi à la santé, on porte aussi atteinte au pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Parce que ce qu'ils ne trouveront pas dans le service public, il faudra qu'ils aillent se le payer comme ils peuvent, s'ils le peuvent, et s'ils ne peuvent pas, tant pis pour eux, dans le secteur privé. Christophe Castaner. Mme Hidalgo exagère, et elle ment. Une nouvelle fois. Au fond, vous avez vos convictions et vous êtes en train de dépeindre tout le reste de la réalité selon vos propres convictions. Ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender le pays. Depuis 2017, on a fait des efforts pour l'école. Est-ce que tout a été fait? Non. Est-ce qu'on a tout réussi? Non. Et donc, on l'a réarmé, mais ça ne suffit pas, il faut poursuivre. Vous évoquez des classes à 30. Vous savez, Mme Hidalgo, quelle était la moyenne du nombre d'élèves par classe en 2016, sur la dernière année du quinquennat que vous avez accompagné? C'était 17. Vous aussi, d'ailleurs, vous l'avez accompagné. Mais je le revendique, avec une certaine fierté, mais avec la capacité d'autocritique que manifestement vous n'avez pas et que vous n'avez jamais. En 2016, il y avait 17,68 élèves par classe. Aujourd'hui, il y a 17,29 élèves par classe pour un enseignant. En moyenne. Et donc c'est ça. Oui, c'est une moyenne, effectivement. Mais c'est ça, de collège à 30 élèves par classe et de lycée à 30 élèves par classe. Il n'y en avait aucun quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale. On a créé 60 000 postes soyons réalistes sur ces sujets. On a créé 60 000 la postes moyenne, à l'époque. il y a plus de professeurs devant les élèves. Si vous voulez, on va même parler de budget. Aujourd'hui, on investit dans l'éducation nationale 8 400 € net pour chacun des élèves, quand la moyenne était à 7 008 il y a 5 ans. Et donc, ne nous jetons pas des chiffres comme cela, mais surtout, quand aujourd'hui, le président candidat évoque la possibilité de construire un projet établissement par établissement, de construire une revalorisation salariale pour les enseignants en travaillant au niveau de chacun des rectorats, il ne détruit pas l'école. Par contre, il propose que le socle unique de l'éducation nationale, et qui est fondamental, et que comme vous je défends, et qu'Emmanuel Macron défend aussi, puisse s'adapter. Parce qu'on n'enseigne pas de la même façon dans une école à Fort-Calquier que dans une école à Paris. Et on n'enseigne pas à Paris de la même façon dans le 20e arrondissement et dans le 16e arrondissement. Et donc, se donner des moyens supplémentaires renforcés, il ne faut pas avoir peur. Et puis, juste une question, Madame Hidalgo. Est-ce que tout va bien? À vous écouter, il ne faut jamais rien changer, ni sur les retraites, ni sur le travail, vous savez, ni sur les écoles. Et je suis très créative en matière de réforme, donc j'aime le changement et d'ailleurs je propose de changer d'avenir. Vous savez, c'est même le slogan de ma campagne. Oui, ça fait des grands mots. Ouais. Non, pas des grands mots, c'est des belles idées. Qui politiquement n'existe pas et dans une réalité que vous réécrivez à chaque instant.
Sur l'autonomie des universités qu'a proposé Emmanuel Macron, plus d'autonomie et des écoles. Qu'est-ce que vous êtes contre? Moi, je ne suis pas du tout favorable à cela. Par exemple, l'autonomie des universités, je le dis à tous les parents qui ont des enfants, qui sont des parents de la classe moyenne, de catégorie populaire, qui ont envie que leurs enfants fassent des études supérieures, qu'ils aillent à l'université. Ça veut dire que l'université sera payante, très chère, et qu'elle ne sera pas accessible à leurs enfants. Et vous mentez. Pour les écoles, ne soyez pas surprise. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. Mais ne soyez pas surprise. Je vous ai écouté respectueusement. Pas tout le temps. Dans les écoles primaires, les écoles élémentaires, ça sera exactement la même chose. Vous aurez l'école publique qui sera là, qui accueillera ceux qui ne peuvent pas aller à l'école privée, et tous les autres iront dans des écoles privées parce que c'est là qu'ils trouveront sans doute les nouvelles pédagogies, des enseignants plus rémunérés, etc., etc. Mais je voudrais poser une autre question parce que quand même pour moi c'est l'exemple même de ce qui est fait, proposé, très inhumain et vis-à-vis de nos enfants quelque chose qui est très injuste que je supprimerai, c'est Parcoursup. Parcoursup est pour moi vraiment. Comment avez-vous c'est la plateforme inventer pour ceux qui n'ont pas d'enfants de 18 ans, c'est la plateforme qui permet en terminale de choisir ses options pour ceux qui ont la première chance année de ne pas avoir rencontré Parcoursup parce que tous les autres le connaissent. Comment avez-vous pu inventer un système aussi inhumain qui décide de l'avenir de nos enfants, qui les envoie vers des filières parce que voilà, c'est comme ça, on ne sait pas trop, totalement opaque. Et qui, en fait, de mon point de vue, gère une chose, la pénurie des places dans l'enseignement supérieur. Comment avez-vous pu inventer un système comme celui-là? Je dis au passage que je le transformerai, évidemment, je le remplacerai par un système d'orientation dans lequel il y aura de l'humain, de l'accompagnement de nos jeunes et que je proposerai aussi une généralisation des formations en alternance après le bac. C'est mal, c'est peut mieux faire. Non, mais moi j'adore la nostalgie. Quand je me suis inscrit à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, j'ai le souvenir que c'était vraiment bien. Je suis venu avec un dossier papier. Puis généralement, il fallait venir 2-3 jours avant le jour de l'inscription pour arriver à avoir une place à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Alors on peut avoir cette nostalgie-là. Non, mais je suis pas par un système beaucoup plus efficace et humain. Je suis papa de 2 filles qui ont leur baccalauréat il y a 4 ans pour une et il y a 1 an pour l'autre. Et j'ai vu aussi l'efficacité de Parcoursup. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais j'ai vu l'efficacité parce qu'elles ont fait un certain nombre de choix. Et dans les choix qu'elles avaient proposés, elles ont eu, non pas le premier choix, d'ailleurs pour les 2 de mes filles, mais elles ont eu le second choix ou le 3e choix. Et elles l'ont eu avec une certaine facilité qui était assez différente du système où de toute façon, vous ne pouviez pas exprimer 15 choix. Vous étiez obligé de choisir une université dans laquelle vous alliez déposer votre dossier. Alors ne caricaturez pas tout. Tout comme je vous le dis, je crois que l'expérience est très partagée. Et ce sera les derniers mots. Allez-y, oui, ça fait 30 minutes. Mais vous tellement partagé que toute la France est d'accord avec vous, Madame Hidalgo. Et que toute la France... En tous les cas, avec Parcoursup, je ne crois pas qu'elle soit tout à fait d'accord avec. Les 80% des élèves qui ont eu un des 3 premiers choix qu'ils avaient fait ont été plutôt satisfaits de Parcoursup. Il arrive chaque année, mais depuis très longtemps et avant même Parcoursup, qu'il y ait des élèves sans accompagnement. Nous avons veillé depuis 5 ans à ce que les dossiers soient pris individuellement, un par un, pour que personne ne reste sur le carreau. Il en est resté beaucoup sur le carreau parce qu'en fait, ce qui manquait, c'est le nombre de places. Je pensais que Mme Hidalgo était maire de Paris, mais manifestement, elle est aussi professeure d'enseignement. Et depuis tout à l'heure, vous me donnez la leçon, Mme Hidalgo. Je m'intéresse beaucoup, heureusement, au fonctionnement moins dans la de notre pays. Et dans les propositions que je fais, je les ai quand même vérifiées aussi en observant ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas du tout fait le pari, je termine, vous n'avez pas fait le pari qui est un pari à la fois audacieux, ambitieux pour notre pays, de permettre à plus de jeunes d'aller vers l'enseignement supérieur. Et vous avez, avec Parcoursup, en fait, géré la pénurie des places dans l'enseignement supérieur. Chaque année, nous créons des places, y compris sur des sujets aussi sensibles que les universités de médecine. Aujourd'hui, les étudiants, pour s'inscrire, n'ont plus besoin de payer la sécurité sociale. Elle est prise en charge par ce gouvernement et c'est des choix de société que nous faisons. Plus globalement, Madame Hidalgo, arrêtez de tout vouloir caricaturer. Personne n'envisage de rendre l'école publique payante. Personne n'envisage de sacrifier, mais au contraire d'investir sur l'école. Par contre,
quand nous voulons plus d'autonomie et de réflexion territorialement, c'est que nous croyons à l'expertise de terrain. Que je pense que le maire de Fort-Calquier aujourd'hui, mais je pense que le maire de oui, alors avec la décentralisation ou avec d'autres mesures, on a une certaine forme de courage. Vous avez tout centralisé. Permettez-moi de finir. Pardon, je faisais un peu d'ironie. Permettez-moi de finir. Mais vous avez tout S'il centralisé. vous plaît, Madame Hidalgo, je pense qu'après vous allez rester. Depuis tout à l'heure, vous me coupez systématiquement la parole. Vous savez, écoutez votre interlocuteur. Oui, c'est bien. Si vous le souhaitez. Une interaction. Mais gardez cette interaction aussi avec les Français. Ah, écoutez-les aussi, ceux qui aujourd'hui sont satisfaits de trouver un emploi. Écoutez aussi ceux qui, par exemple, en matière de décentralisation, sont rentrés dans la filière de l'apprentissage. Quand nous étions en responsabilité, il y avait 290 000 apprentis dans ce pays. Aujourd'hui, il y en a 720 000. Je veux généraliser l'apprentissage et l'alternance après le bac. Et vous voulez en même temps qu'il y ait 60%, et vous voulez en même temps qu'il y ait 60% d'étudiants qui rentrent à l'université. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos enfants trouvent leur chemin. C'est ça l'essentiel. Et que ce ne soit pas les dogmes d'un parti politique qui dessinent le chemin de mes enfants. Mais vous savez, les choix budgétaires, quand j'entends dire que 15 milliards d'euros d'économies vont se faire sur quoi? Sur les retraites et sur l'assurance chômage, je me dis qu'on n'est pas dans un monde qui protège. Pour accompagner 50 milliards de dépenses. On est plutôt dans un monde qui est en train de creuser les inégalités qui sont déjà celles qui minent le socle républicain de notre pays. Ce ne sont pas 15 milliards d'euros d'économies, mais c'est 15 milliards de baisse d'impôts pour nos concitoyens. Et comme nous avons baissé de 52 milliards dans ce quinquennat, on peut se dire, sortez de cette caricature. Elle vous coupe de la réalité, elle vous coupe de vos électeurs. Je pense que la réalité vous rattrapera. Merci Christophe Castaner d'avoir accepté de débattre avec Anne Hidalgo. Merci beaucoup. Au revoir. Laurent. Oui, quelques petits mots. Question Parcoursup. Il y a eu des questions. Ah bah attendez, restez. Pardon, allez, excusez-moi. Écoutez quand même. Excusez-moi, je vous ai fait faire un aller-retour. Écoutez au moins. Allez-y. On a posé la question de Parcoursup parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de parents d'étudiants surtout chez nos téléspectateurs. On a tout simplement demandé s'ils étaient favorables à la suppression de Parcoursup. Gros clivage, puisqu'il y en a la moitié pour et la moitié qui est plutôt opposée ou très opposée. Donc, gros clivage sur la question de Parcoursup. Intéressant, très intéressant. Une précision à Madame Hidalgo sur ce qu'a dit le président cet après-midi sur l'augmentation des enseignants. Il a parlé d'une augmentation, je cite, substantielle de leur rémunération qui sera conditionnée à l'acceptation de nouvelles missions, notamment les remplacements systématiques. Vous pouvez revenir sur la slide précédente, là? Alors, c'est la deuxième question que nous avons posée. Tout simplement parce que vous êtes beaucoup affronté sur cette question. La politique du président est-elle de gauche, de droite, ni de gauche, ni de droite? Ah bah là, rasseyez-vous, répondez. Alors là, Monsieur Castaner, je suis sûr que vous avez quelque chose à dire. Je suis désolée, je vous fais rasseoir pour que vous soyez dans la lumière. Mais si vous voulez, je reste pour la fin de la soirée. Si la réalité vous rattrape. Non, mais là, elle est pour vous. Ça vaut le coup de vous entendre. Madame Hidalgo, faites attention, les sondages, et je vous le souhaite, ne sont pas toujours la réalité. Je suis assez d'accord. Moi, ce que je revendique... le débat. Là, il s'agit de sondages qualitatifs. Anne Hidalgo, je rebondissais. Soyons honnêtes, faisons réagir, parce que ça s'adresse à Christophe Castaner. Non, mais moi, je veux dire tout simplement, en quittant le Parti socialiste, comme Madame Hidalgo y est restée, j'ai retrouvé une forme de liberté. Celle d'arrêter de me poser la question de savoir si mon interlocutrice est de gauche pour savoir si son idée est la bonne, ou si elle est de droite pour savoir si son idée est la bonne. Et d'aller systématiquement chercher ce qui nous semble, et on peut se tromper avec humilité, la meilleure idée. C'est ça l'objectif de ce que nous conduisons. Et ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, dans les opinions de vote pour Emmanuel Macron, tous ces électeurs sociodémocrates qui venaient du Parti socialiste, qui ont rejoint Emmanuel Macron en 2017, sont toujours fidèles à Emmanuel Macron. Et donc cet électorat de gauche, il n'est pas chez Madame Hidalgo, il est plutôt avec Emmanuel Macron. Réponse définitive. Le choix de la droite, c'est votre choix. Réponse définitive, le 10 avril prochain. Votre phrase est une phrase imposée qui ne rebondit pas du tout à ce que je viens de dire. On ne va pas refaire le débat. Vous devriez payer des droits d'auteur à Valérie Pécresse. Merci Christophe Castaner. Cette fois-ci, je vous laisse partir pour de vrai. Mais je reviens si vous m'appelez. Au revoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, on va passer...